Bonjour à tous, nous sommes le 9 septembre 2020. Aujourd'hui, les bourses sont en rebond. On a connu des soubresauts assez importants, soit jeudi, vendredi et mardi, parce que lundi c'était fête. Le 7 septembre, c'est la journée du travail, la fête du travail, donc ici au Canada, aux États-Unis, c'était fermé, ça n'a pas bougé beaucoup. Donc mardi, oui, c'était assez violent comme secousse, surtout Tesla qui perd des plumes depuis quelques depuis les 3 jours. On était tellement en euphorie, surtout rien qu'avant excusez, le split des actions de Tesla et d'Apple. Je sais pas, il y a peut-être plusieurs traders de Robinhood qui comprennent peut-être pas c'est quoi un split. Donc c'est une action, il y a des actions qui sont jamais splittées, comme par exemple Berkshire Hathaway de Warren Buffett n'a jamais été splitté. L'action vaut ben ça dépend, on a la petite action, la grande action qui vaut, c'est 30 000 $. En tout cas, les actions, on peut les splitter. Certaines entreprises, lorsqu'ils grandissent, que le capital grandit, on les split pour avoir peut-être plus, donner accès aux petits porteurs qui voudraient acheter des actions. Donc, mais au niveau de Apple et au niveau de Tesla, on a pris cette direction-là, on a splitté, mais je pense que des personnes qui ne comprenaient pas du tout ce que ça signifiait, parce que tout simplement avant que le split arrive, on a eu une foule d'acheteurs, et probablement c'est ça, des acheteurs qui ont été influencés par Dave Portnoy, excusez, le fameux trader qui est devenu milliardaire et qui a même rencontré Trump, ça fait pas beaucoup de temps, et qui se trouve être le gourou des nouveaux acheteurs qui sont embarqués dernièrement, même un peu avant ça, les nouveaux acheteurs qui le suivent sur Twitter, lui-même qui prenait ses décisions d'achat. On va aller voir ça un peu tout à l'heure avec un jeu de Scrabble. Prenez les lettres de Scrabble, choisissez un titre à partir de ça, il disait tout ce qu'on achète, ça monte. Donc, c'est comme ça qu'on la bourse va progresser durant l'éternité. C'est un peu vrai, c'est ce qui est arrivé après le creux de mars, parce que dans le fond, la Fed a injecté des capitaux d'une manière assez violente dans le marché. Donc, plusieurs ont eu des surplus avec le chômage, surplus de chômage à 600 $ par semaine. Donc, en tout cas, on est arrivé à un état d'euphorie au niveau de Tesla et là, ça commence à crever. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est le sommet qui a été atteint ou l'euphorie va reprendre encore jusqu'à ce qu'un jour, la bulle crève. On n'a aucune idée de ce qui va arriver. Mais par contre, on doit se dire que l'action de Tesla est très lourde dans l'indice du Standard & Poor's. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles le Standard & Poor's a décroché. Il y a plusieurs actions qui n'ont pas nécessairement connu des baisses significatives. Cependant, le Standard & Poor's a été très, très influencé par les quelques actions qui font sa capitalisation, la force de l'indice, parce que dans le fond, plus qu'on a une action qui est capitalisée au niveau des règles du Standard & Poor's, ben, ça, on va regarder ça tout à l'heure dans les graphiques. Fait que, rapidement, là, mais plus que la proportion du titre lui-même, comme Tesla, comme Amazon, en tout cas, je sais pas si Tesla, oui, fait partie. Mais en tout cas, on va regarder ça, là, tout ça, que l'influence est très, très forte lorsque les poids lourds on va dire crash ou connaissent des pertes importantes. Donc, il y en a qui disent que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas normal. Et c'est un peu ce qui est arrivé aussi dans les années 2000. Je me souviens encore, les poids lourds pesaient très très fort sur les indices, les poids lourds technologiques, et c'est la même déformation qui est arrivée, surtout sur le Nasdaq, lorsque les poids lourds ont commencé les poids lourds qui étaient soufflé au niveau de la spéculation, ont commencé à descendre, à connaître des baisses importantes. Ben, l'indice principal, le Nasdaq, au niveau des technologies, a suivi et ça a été la dégringolade pendant 3 ans à peu près, du sommet jusqu'au creux, là, 2 ans et demi, 3 ans. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver. Cependant, moi, je vous dis encore que hey, ça se peut pas, là. On a les PE de
Tesla, je pense que le sommet de son PE, là, revenu via la capitalisation boursière, a atteint 1200, c'est du jamais vu. C'est vraiment abominable. Les autres compagnies technologiques, c'est 100. Puis d'habitude, un PE, c'est pour être pas pire, ben, pour être bien, c'est 20, 40, c'est très très bon. Mais là, on atteint des courts bénéfices. C'est-à-dire le bénéfice d'une entreprise et sa capitalisation n'est pas justifié. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Mais là, on a une capitalisation qui est effrayante comparée aux revenus. Ben, les revenus, probablement, hein, on peut avoir de l'espoir sur Tesla, parce que Tesla, comme je vous dis, a plusieurs autres cartes dans sa manche, là. Mais de là à rien seulement compter sur le marché de la voiture, des automobiles, moi je pense pas que Tesla est capable de prendre le marché de toutes les voitures électriques. Vraiment pas. Là. De toute façon, je pense que GM, j'ai vu ça hier rapidement, GM vient d'embarquer dans le camion, le nouveau camion qui compétitionne avec le camion un peu rigolo de Tesla, parce que je trouve vraiment que c'est pas beau, et surtout à la démonstration, ils ont lancé 2 billes dans les vitres du nouveau camion de Tesla, et les billes ont éclaté. Mais l'autre, c'est un camion qui s'appelle Nikola, qui va être électrique, full électrique, et GM vient d'embarquer là-dedans. Donc, il va y avoir beaucoup de guerre au niveau des voitures et des camions ou des autres véhicules électriques. Donc, Tesla, je ne pense pas que simplement avec Tesla, on ne parle pas des autres actifs d'Elon Musk, StarX, tout ça, mais au niveau de la compagnie de voitures, Tesla, il va y avoir une limite là aussi. On ne pourra pas justifier la capitalisation boursière via les revenus. Donc, non, ça ne pourra pas durer indéfiniment. Et au niveau les nouveaux venus dans la bourse, là, parce qu'il y en a beaucoup, c'est la même chose, comme je vous dis, en 2000, je fais les parallèles, même chose qu'en 2000, lorsqu'on a eu un paquet de personnes, dont moi, là, qui ont été influencées par d'autres personnes, d'embarquer dans le marché, de peur de ne pas être dans la course et de perdre le butin que vous auriez pu faire si vous auriez été dans la course. Et c'est la même chose, et il y a beaucoup d'achats sur marge aussi. L'achat sur marge, qui est pernicieux, c'est que quelqu'un, par exemple, ben, on dit même qu'avec les traders de Robinhood, c'est pas des hautes fortunes qui sont là-dedans. On dit que c'est à peu près une moyenne de 2000 $ par compte. Donc, 2000 $ par compte, et si on peut acheter, avoir de la marge, on peut en faire des achats sur marge. Donc, le courtier, Robinhood, en l'occurrence, de ce qu'on parle, là, peut vous avancer des sous. Je ne sais pas c'est quoi la quantité qu'il peut avancer, mais d'après moi, c'est pas mal important, parce que le jeune qui s'est suicidé était sur le marché des options et a perdu 630 000 $. Mais là, après, on a dit que c'était peut-être pas ça, peu importe, mais lui s'est suicidé. Il était trop tard pour le savoir, mais quand même, il donne beaucoup de marge. Et le danger avec un compte marge, admettons, vous avez 2000 $ et on vous donne jusqu'à 10 000 $, donc 8 000 $ de prêt, une marge de crédit, mais pour acheter des actions. Quand ça va bien, c'est le fun, parce que vous avez un effet multiplicateur. Mais lorsque ça ne se déroule pas comme vous pensez, ça ne prend pas 50% pour perdre tout votre capital et en plus devoir des sous. Donc, si vous avez 2000 $, vous avez 10 000 $ d'actions, Tesla par exemple. Si vous descendez de pourcentage, mettons, comme là, on a eu une baisse de 20%, 20%, ça descend rapidement. Donc, vous avez perdu votre capital. Premièrement, vous avez perdu votre capital. Puis ce que vous avez comme marge, vous pourriez dire, bon, ça va rester comme ça, puis à un moment donné, ça va monter, ou ça peut continuer à descendre, mais vous pouvez avoir un appel de marge, une margin call qu'on appelle. Donc, lorsque vous avez un appel de marge de votre courtier, c'est là que c'est vraiment dangereux, parce que vous pouvez être obligé de remettre ce que vous devez, donc vous n'avez plus de capital, et en plus, vous devez de l'argent. Donc, c'est terrible pour quelqu'un qui est jeune, qui avait un 2000 $ que le gouvernement américain lui a donné via ses programmes. Il s'est ramassé avec ça, il a ouvert son compte, il a dit « Moi, je suis sur le chômage, j'ai du temps, je vais m'asseoir devant mon ordinateur et je vais trader. » Et j'ai eu une marge, et tout est balayé, mais en plus, il doit de l'argent. Donc,
dans une dégringolade comme on a connu, 20% probablement, il y a certains qui devaient avoir de la difficulté à respirer, et des palpitations assez rapides dues au fait que la dégringolade a été raide. Les personnes dans ce temps-là attendent pas trop, se tiennent assez loin du téléphone pour pas attendre le courtier qui appelle pour demander les sous, vu que votre compte est à découvert. C'est assez... Donc, c'est ça. Tesla, aujourd'hui, rebondit comme plusieurs autres titres. Donc, le Standard & Poor's, vu que la capitalisation, l'ensemble du Standard & Poor's est basé sur la capitalisation de 5-6 actions. Donc, eux, quand ils sautent, ben, le Standard & Poor's monte aussi. Donc, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Là, on va commencer par un peu regarder les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est encore à feu et à sang. Donc, on commence par ça. Aux États-Unis, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, vous avez peut-être plus intérêt à suivre les nouvelles américaines, ou en tout cas les nouvelles qui sont peut-être pas trop biaisées, mais malgré qu'aux États-Unis, je pense que pas mal tout le monde le sait, là, Los Angeles, en plus la Californie, les feux sont là, et c'est du jamais vu au niveau des feux de forêt, tout ça. Donc, ça va pas trop bien. Los Angeles, ça va pas trop bien. San Francisco, va pas trop bien. Les personnes, après le confinement, coronavirus, ont déserté les grandes villes. Avec les manifestations aussi approuvées par les démocrates, les personnes ont continué en sachant qu'ils pouvaient vivre d'une manière aussi confortable, un peu plus loin dans les banlieues, ou s'éloigner un peu avec le travail à distance. Il n'y a plus beaucoup d'intérêt à rester dans les grandes villes. C'est arrivé pareil avec New York. Ça arrive aussi à Montréal. Là, je lisais un article qui parle, je ne sais pas si on va le voir, peut-être qu'on n'aura pas le temps, qui parle de Montréal aussi, le vieux Montréal. C'est vraiment une place quand même qui était assez touristique. C'est mort. Il n'y a pas de... à cause de tout ce qui se passe, à cause de la peur engendrée par la crise du corona, et aussi à cause de nos gouvernements qui continuent à alimenter cette crainte. C'est pas l'idée de mettre un masque, pas mettre un masque, c'est pas l'idée. Je pense que c'est les médias qui sont imbibés de cette crainte-là. Et pour vous dire, vous, en France, je pense que vous avez le loisir d'avoir des médecins qui parlent, nous, ici, on n'en a pas, nous, de loisir de ça. L'entrevue que j'avais mis sur ma dernière vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, ben c'est une petite entrevue, un bout d'entrevue avec l'ancien député et a été chef du parti Québec solidaire ici au Québec, Amir Kadir, qui a été très longtemps chef et médecin, donc a parlé à Denis Lévesque, l'émission de Denis Lévesque. Je vous le rappelle parce qu'elle n'existe plus, cette vidéo-là. Moi, la première fois que j'ai vu ça, peut-être 2-3 jours, j'avais vu ça tout simplement. Moi, j'ai plus le câble, là, ça fait longtemps, donc j'ai une antenne sur ma demeure. J'ai les 5 postes de base, là, très clair, haute définition, avec ma télé haute définition, mais ça, de toute façon, je regarde vraiment plus les nouvelles traditionnelles. Ce que je fais le matin, je regarde par contre tous les journaux. Aux journaux, on va dire, plus traditionnels. Je regarde la presse. Radio-Canada, je regarde plus trop ça, parce que je sais qu'ils sont biaisés à la base. Je regarde Le Devoir, la presse. Je regarde les journaux américains, Fox, plusieurs sites, des journaux dans le fond. Aujourd'hui, c'est les sites. Pour m'informer de ce qui se passe, j'essaie de être tout le temps au courant de ce qui se passe un peu sur notre planète. Surtout dans ces temps-ci, c'est très, très important. Mais le petit bout, pour revenir à ce que je disais, là, on va être rapide, là, le petit bout que je vous avais mis avec le docteur Kadir, Amir Kadir, n'existe plus sur YouTube. Moi, je l'avais vu sur YouTube, parce que sur YouTube, on se trouve à avoir la possibilité d'aller voir les nouvelles, mettons, de Radio-Canada, TVA, LCN, peu importe. Et c'était là, j'avais vu ça, grand écran, full écran, tout était beau. Et puis, quand j'ai essayé de trouver le petit bout, je ne l'ai jamais trouvé. Donc, j'avais pris ce bout-là que quelqu'un d'autre a mis
ensuite, là, en ayant filmé l'écran de télévision, vous voyez, c'était pas une grosse qualité, mais quand même, Amir Kadir mettait en doute, parlait de l'hydrochloroquine, de Raoult et l'autre médecin, je me souviens pas, un médecin français. Et ensuite, on a le petit bout de Bill Gates qui dit qu'il faut que tout le monde soit vacciné sur la planète. Martineau, Martineau, là, on n'en parle pas, c'est pas un journaliste, c'est un polémiste. Tout ce qu'il veut, c'est faire de la contradiction. Il dit une affaire, il dit une autre affaire après. Mais Martineau, justement, sur l'hydrochloroquine, s'en moque carrément. Et il se moquait dernièrement. Quel ignorant. Il se moquait dernièrement du fait que Bill Gates veut vacciner la planète. Dans le petit bout que je vous ai montré, vous l'avez probablement vu ailleurs, Bill Gates le dit carrément. C'est son but de vacciner la planète en entier après le coronavirus, la crise qu'on a eue du coronavirus. Donc, c'est pas inventé, c'est lui-même qui le dit. Mais Martineau, ce journaliste, qui n'est pas un journaliste, c'est un polémiste. Ce qu'il veut, c'est créer une polémique pour que les journaux se vendent plus et pour mettre la publicité des gouvernements tout ça dans les journaux. C'est vraiment pour vivre qu'il fait ça, mais c'est pas sérieux, non, je le trouve pas sérieux. En tout cas, tout ça pour dire que le docteur Amir Kadir, qui a amené une opinion contraire à ce qu'on peut voir dans les médias ici au Québec, a été banni tout simplement. On ne le voit plus. On peut plus trouver cette entrevue-là avec Denis Lévesque. En tout cas, si vous la trouvez, vous m'apposterez. Je parle sur Internet. Là. Elle doit exister à quelque part, quelqu'un a sauvé ça, mais plus trouvable. Donc, on voit très très bien que la manipulation des médias continue. Et il faudrait l'inventer. Si je vous le disais, c'est comme le sommet de Davos. Quand je parle de ça à des personnes, il y a un grand reset qui s'en vient, un reset monétaire. Je ne me suis pas encore fait traiter de complotiste parce que je dis, allez voir. Et vous lisez le site lui-même du sommet de Davos. Écoutez, c'est clair, c'est World Economic Forum. Je vous en avais déjà parlé. Écoute, on lit ça puis on ne peut pas croire que... C'est ça. Allez-y, prenez vos informations. Là, c'est pas une personne qui écrit ça, c'est le Forum économique de Davos, qui va être en 2021, qui aurait été reporté en juin, mais probablement à cause des manifestations aux États-Unis, parce qu'il va en avoir beaucoup. Donc, c'est ça, Trump déchire Cuomo et le maire de Rochester après la démission de haut responsable de la police, où en effet, je pense que c'est le chef de police a pris sa retraite prématurément parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment effrayant ce qui se passe au niveau des policiers. Ils se font cracher dessus, ils se font insulter, ils n'ont pas des fortunes comme salaire et ça démissionne. Et lui, lorsqu'il a démissionné, il y en a plusieurs autres personnes, des policiers qui ont démissionné. On va aller faire d'autres choses. On va aller livrer pour Amazon, on va aller vendre de la pizza. Je sais pas trop, mais être policier, c'est rendu une tare aux États-Unis. Donc, les policiers démissionnent en bloc et Trump est vraiment, vraiment pas content de ce qui arrive à New York parce qu'on se trouve à avoir les démocrates en ce moment encouragent les manifestations, disent que les policiers sont racistes. Oui, il peut y avoir certains policiers racistes, mais il n'y a pas tout le monde qui est raciste. C'est comme quand je vous parlais ici au Québec. Écoutez, on n'est pas raciste ici au Québec. J'essaie de voir j'ai des amis qui sont de couleur et puis on n'a jamais parlé de ça. Écoutez, c'est comme... Il y a des racistes, mais la plupart des Québécois ne sont pas racistes. Ça, c'est clair et net. Donc, aux États-Unis, c'est ça qui arrive aussi. On se trouve à avoir, dans ma dernière vidéo, d'ailleurs, j'ai parlé de la quantité de personnes de couleur dans les manifestations Antifa. C'est vraiment minimum. Là. La plupart, c'est des Blancs qui viennent de familles aisées, qui cherchent une cause, tout défaire, tout détruire, repartir la société. Des personnes qui, souvent, je dois le dire, dans ces manifestations-là, n'ont pas un grand discours sur l'histoire, sur la culture, ne connaissent pas grand-chose, donc ils sont là pour tout défaire, tout détruire, haïssent les gouvernements, mais n'ont pas de force dans le discours face à ce qui arrive. D'ailleurs, certains sont interviewés, j'en ai vu, là, et ils ne savaient presque pas de ce qu'on
au niveau de l'histoire, au niveau de Christophe Colomb. Ils ne savaient rien de ça, mais ils sont là pour détruire. Donc, c'est le discours. Et à New York, c'est ça, les policiers qui ont démissionné. Trump a fait une remontrance à Como, gouverneur Como. Donc, oui, les fonds ont été coupés. Beaucoup de fonds qui ont été coupés. Et en ce moment, on se trouve avec notre fameux Joe Biden devant les chefs, les chefs démocrates. Et on avait le choix de prendre Biden ou prendre le communiste, parce que lui-même se dit communiste. On avait le choix de prendre deux options, soit s'en aller à droite, parce que dans le fond, Biden, même Clinton, Obama, c'était des personnes de droite. Il ne faut pas penser que c'était des personnes de gauche, c'est des personnes de droite. Mais avec l'élection, avec le vouloir absolument de décoller Trump de là, parce que Trump est très, très protectionniste, aime pas la guerre, puis ça, je vais vous le prouver, je vais vous montrer un article, quand je l'ai lu, j'en revenais pas, j'ai dit, ça se peut pas, mais non, en tout cas, vous allez voir ça, le prochain, je pense que c'est le prochain clip, là, le prochain onglet, vous allez voir ça, mais Biden, au lieu de s'en aller du côté gauche, on dit on va s'en aller dans le milieu. Donc, le favori est devenu l'ancien le coprésident, vice-président d'Obama, pour faire peut-être entrer l'idéologie d'Obama là-dedans, mais Biden ne va pas bien. Et puis Biden est vraiment des capacités réduites. C'est pas de sa faute, mais ils ont vraiment pris quelqu'un qui était sur le déclin. Il a perdu un pas et il ne semble pas avoir la même acuité mentale qu'il y a 4 ans. Ça, c'est déclaré Cormick, qui est son ancien sténographe. Donc, l'article est un peu là-dessus et ils ont vraiment choisi Biden dans un élan de peut-être rassembler le parti, mais les démocrates sont vraiment divisés. Il y a les démocrates de droite et les démocrates d'extrême gauche qui sont même communistes, qui n'entendent pas du tout, une fois que l'élection va être terminée, arrêter des actions gauchistes dans le pays. Donc, comment que ça peut se solder au niveau de l'élection américaine? On a Joe Biden qui devrait probablement perdre, mais en tout cas, c'est ce que je pense, là. Joe Biden devrait perdre l'élection. Puis c'est pas seulement moi qui me dit, j'ai lu un article, j'ai pas eu le temps de le regarder, là, de vous le présenter. C'est Jeffrey Gumlach de Double Line, que vous connaissez peut-être, qui est un hyper gros fonds, un hedge fund. Puis lui dit, amène preuve à l'appui que Trump va gagner. On a Michael Moore qui est un gauchiste. Je ne savais pas trop comment il est situé. C'est vraiment un gauchiste. Mais de la manière que la campagne se déroule au niveau des démocrates, lui, il dit que c'est Trump qui va gagner. Écoutez, il ne dit pas de gaieté de cœur. Peut-être qu'il dit comme un réveillez-vous les démocrates, mais non, en ce moment, les démocrates sont allés sur cette ligne-là. Pour pas s'en aller trop à gauche. Donc, comme c'est là, c'est... dans le fond, ce qu'ils auraient pu faire, les démocrates, c'est tout simplement prendre l'idéologie de... comment il s'appelle, celui du Vermont, le gouverneur du Vermont, excusez, j'ai un blanc de mémoire, le gouverneur du Vermont qui est vraiment gauchiste, qui est vraiment socialiste, avec OAC aussi, là, la jeune fille là, qui est élue à New York. Là. Et il aurait pu, les démocrates auraient pu dire, on vote pour la gauche, on s'en va au niveau de la gauche, et on va être en contradiction avec quelqu'un qui est de gauche. Trump n'est pas de gauche, de droite, excusez. Il est de gauche. Écoute, il est socialiste avec l'argent qu'il donne, mais en tout cas, une mentalité qui semble plus de droite, avec les banques et tout ça. Donc, il aurait pu faire vraiment une élection plus polarisée. C'est pas ça qui arrive en ce moment. Et l'élection au niveau des démocrates, c'est vraiment pas fort. Ça va pas bien. Puis avec Joe Biden comme chef, c'est encore pire. Et la nouvelle que j'ai vue, je pensais que c'était pas vrai. Écoutez, puis après, je vais vous montrer de quoi, quelque chose qui va peut-être pas mal appuyer ce que je dis. Donald Trump, nominé pour le prix Nobel de la paix. Il y a 3 heures, ça vient de sortir, 3-4 heures peut-être. Je l'ai vu sur plusieurs. Lorsque j'ai vu ça en premier, j'ai dit c'est peut-être un autre.
Mais j'étais pas sûr. Fait que non, non, c'est vraiment ça. Et puis, c'est que Trump, puis ça, je le savais, là, mon fils m'en a parlé souvent, Trump, c'est quelqu'un qui n'est pas pro-guerre du tout. Lui, il dit, les États-Unis first, l'Amérique first, America first. Fait que lui, ce qu'il veut, qu'on rapatrie les troupes, qu'on fasse pas de guerre avec nos voisins, pays voisins, de près et de loin aussi, européens, la Chine ne veut pas de guerre, peut-être au niveau commercial, oui, mais pas au niveau physique. Là. Donc, Donald Trump a été nominé, c'est suite de pouvoir restaurer la paix en Israël. Il parle de ça, que Donald Trump a vraiment contribué à ça. Le nom du président a été proposé par l'homme politique norvégien Christian Tybring-Gjedde, je ne sais pas comment ça s'appelle, Jed, selon Fox News, et j'ai regardé, l'information est réelle. C'est une proposition qui a été faite. Et la raison est très simple au niveau de la paix. Comme Obama avait gagné le prix Nobel de la paix, mais dernièrement, c'était comme une fête de ça. Et Obama lui-même, de sa propre bouche, a dit qu'il était gêné de cette fête-là. Je pense que c'était le 10e anniversaire qu'il avait eu le prix Nobel de la paix. Obama venait de rentrer en fonction parce que c'était un noir qui, puis c'est bien pour la communauté noire parce que il a déçu beaucoup de noirs en passant là, mais c'est un noir qui arrivait comme président des États-Unis et il avait rien fait encore. Lui-même l'a dit de sa propre bouche. Il avait rien fait encore et on lui donne le prix Nobel de la paix. Donc lui-même était gêné. Mais Donald Trump, la raison est assez claire. Moi, c'est pas, comme je vous dis, je vous donne de l'information. Et faites vos recherches, vous allez voir, Donald Trump il n'a pas été nommé, il y a quelqu'un qui l'a suggéré. Donc, on voit les guerres ici qui sont arrivées avec les derniers présidents depuis, mettons, 80. Ronald Reagan, on a eu la guerre du Golfe, des interventions au Liban, inventions à Grenade, action Golfe, excusez. En tout cas, on a toutes les bombes au Liban. Excusez, on a tous les conflits. Intervention en Haïti pour Clinton. Kosovo. Ça, je me souviens très bien de la guerre au Kosovo. Ça a vraiment brassé. Beaucoup de morts. Clinton a pris cette décision-là. C'était entre chrétiens et musulmans. Donc, ça a été une guerre vraiment atroce. Beaucoup de souffrance. Et l'opération Infinity Reach. Ça, c'était au niveau de Clinton. Au niveau du père Bush, mais ça, on sait que lui était très fort. Ici, c'est pas la guerre du Golfe, ça, c'est guerre Sidra. Je sais pas, en tout cas, c'est un conflit qui est là, peu importe. Et ça, c'est avec le père, qui était, on disait que c'était un homme guerrier, puis il s'assumait de ça aussi. La guerre du Panama, la guerre du Golfe, oui, c'est avec lui, c'est ça. La guerre de Bosnie aussi. Bush, bon, c'est la guerre d'Afghanistan, Irak War, en tout cas. On a tout ça. Obama, une très belle brochette de guerre, même si on n'en parle pas. Toutes ces guerres-là sont ici internationales, version à Libye, ou en Libye, ça je me souviens. Il y a aussi Amérique, une intervention en Irak, Syrie, Yémen. Yémen. Obama a envoyé des drones de manière secrète pour bombarder les Yéménites qui étaient en révolte un peu avec l'Arabie Saoudite, mais ça a vraiment brassé beaucoup de morts. C'est Obama qui a envoyé ça. Obama, c'était des guerres qui paraissaient pas, parce qu'au niveau du discours, au niveau du front, tout était beau, mais dessous, là, c'est des guerres tellement cruelles, avec beaucoup de drones, des pauvres, des personnes vraiment pauvres. Le Yémen, c'est pauvre, beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse suite à ces guerres-là. Et regardez Donald Trump, feuille blanche jusqu'en 2017. Il a peut-être envoyé un gros missile en Syrie, ça je me souviens, un gros missile vert. Un matin, on s'est levé, Trump avait envoyé ça pour donner peut-être une leçon, pas une leçon, mais un avertissement à Bachar al-Assad. Mais à part de ça, il n'y a rien, pas rien. Puis on a la source ici, de Léo Wikipédia, en tout cas, la chose va être là. Donc, c'est ça, la raison pour laquelle Trump a été, on va dire, nominé. Il n'y a rien encore de fait précisément, mais ça donne encore des points à Trump pour l'élection, même si il n'y arrive rien. Donc, on continue avec la Banque du Canada. La Banque du Canada, ça vient de sortir, garde son taux stable et va continuer à son programme d'achat d'obligations, la même chose que les États-Unis. Donc, on continue le Canada ici à suivre comme des petits moutons ou des singes
bien entraîné la politique américaine. Donc, on achète, on soutient le marché des obligations au niveau de nos achats. Puis probablement, comme je vous dis, ce que je pense déjà, vu que Desjardins ont parlé que de la faiblesse de l'économie et que ça partira pas rapidement, donc peut-être qu'il va y avoir encore de l'injection avec Chrystia Freeland, on va voir ce qui va arriver. Et pour, avant de terminer, rien qu'avant de voir quelques graphiques au niveau du Standard & Poor's, c'est pour vous parler du fameux Dave Portnoy qui se trouve être le gourou des jeunes des jeunes qui sont addicts à la bourse depuis quelque temps, et lui qui disait qu'on peut acheter à peu près n'importe quoi sur les marchés. Donc il lâche un tweet, tout le monde le suit, et là il vient de perdre, je pense, bon, la bagatelle de perdu 4 millions de dollars dans quelques secondes. 4 millions, c'est une pinotte pour lui, mais quand même, peut-être, j'ai perdu 600 000, j'ai perdu 4 millions de dollars en un putain de clin d'œil. J'adore ça, c'était trop facile, je piétinais les costumes. Donc, non, c'est comme, écoutez, c'est une nouvelle génération de traders qui sont... j'espère qu'il y en a qui ont compris qu'il faut sortir au bon moment et puis remettre les pieds là, mais je pense pas. C'est comme une maladie, c'est comme une passion. On devient tellement ancré dans ça, faire du fric rapidement, que plusieurs vont vraiment en subir les conséquences. Et les règles de Dave Portnoy, je vais vous dire ça ici. Attendez une minute. C'est très important. Bon. Portnoy a deux règles pour ceux qui le suivent. Il dit la première règle est que les actions ne font qu'augmenter, comme il le rappelle fréquemment à ses 1,8 million d'abonnés Twitter. Ça me fait penser des déclarations, je pense, pas JP Morgan, mais banquier en 1929 ou en 2000, mais plus en 1929. Où il disait qu'on était rendu à un nouveau plateau et les actions vont toujours se conserver élevées. Et on a eu le fameux crash de 29 qui a détruit l'économie. Et la deuxième règle de Portnoy, c'est en cas de doute sur l'opportunité d'acheter ou de vendre, voir la règle 1. La première règle, les actions ne font qu'augmenter. Donc, c'est un cercle vicieux en pensant que les actions vont augmenter indéfiniment. C'est très dangereux. On ne sait pas ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Je ne vous dis pas qu'on va avoir un crash en octobre, là, avant l'élection de Trump, là, parce que d'habitude, les crashs viennent là. Mais on peut connaître des soubresauts importants et surtout la manière que les marchés sont considérés par plusieurs jeunes. Ça peut être encore plus dangereux. Donc, pour vous montrer le graphique rapidement je pense qu'on va finir avec ces graphiques-là. Pour vous montrer la capitalisation, ben, le Standard & Poor's et le Nasdaq sont des indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière, ce qui signifie que les plus grandes entreprises contribuent davantage à l'indice que les plus petites. Pour être précis, et comme indiqué ci-dessus au sein du Standard & Poor's, les 100 plus grandes entreprises représentent 72% de l'indice, les 200 plus petites représentent 6,67. Si ces 200 plus petits stocks tombaient à zéro, pof, les petits stocks qui valent rien sur le Standard & Poor's, 200 entreprises, le Standard & Poor's baisserait simplement de 6,67%. Donc les grandes capitalisations, on le sait très bien, c'est quoi? C'est les 5 qu'on parle souvent, et les 5, et là ici on a un autre... le pourcentage, là, la capitalisation boursière des plus grandes, là, 66%, et ça, c'est des grandes qui sont encore pas mal importantes dans les 5 les 5 plus grandes capitalisations boursières via le reste. Donc, on voit c'est très, très pesant dans l'indice. Donc, quand des boules, tout déboule. Donc, c'est ça. On n'ira pas voir les graphiques. Aujourd'hui, l'or était un peu en hausse, tout ça, mais comme je vous dis, on est en consolidation. Il faut continuer à suivre le marché de près, et nous, on va le suivre pour vous. Et surtout, peut-être considérer que l'or, en étant dans une consolidation, est peut-être un bon moment, peut-être
de commencer à regarder ce que vous pourriez acheter. Si vous voulez acheter des minières d'or, acheter de l'or, c'est peut-être le temps d'acheter parce que je ne sais pas quand va arriver le prochain mouvement. Ça va être probablement un mouvement assez important parce que les banques centrales, à cause de l'automne, vont peut-être, puis du nouveau confinement qui s'en vient, vont probablement, comme la Banque du Canada le fait, réinjecter des capitaux dans le marché. Donc, ça va être à suivre ce qui va arriver. On se revoit très bientôt.